Merci d'être avec nous. C'est un événement sur BFM Normandie. Nous sommes avec Nicolas Ferrand, le directeur du programme Aval du futur. Bonjour et merci de nous accueillir ici, tout près des installations d'Orano La Hague, qui porte d'ailleurs ce projet. J'ai beaucoup de questions à vous poser, Nicolas Ferrand, parce que ce programme, on peut le dire, il va concerner tous les Normands et même au-delà dans les 50 à 100 prochaines années. Comment est-ce que vous le qualifieriez d'abord ce programme ? Alors, l'aval du futur, c'est continuer sur l'ensemble du XXIe siècle, ce que la France fait très bien depuis 60 ans. Il s'agit de traiter et de recycler les combustibles qui sortent des réacteurs nucléaires. Parce que vous voyez, quand le combustible sort du réacteur, en fait, il a encore beaucoup d'énergie qu'on pourrait récupérer et qu'on récupère en France depuis 60 ans. Il s'agit de trier au sein du combustible, ce qui est en gros les matières dont on n'a plus rien à faire, les cendres si on veut, du plutonium et de l'uranium qu'on peut recycler. On fait ça à La Hague, et l'uranium et le plutonium recyclés, on en fait du nouveau combustible qui retourne dans les centrales, et comme ça 10% de l'électricité d'origine nucléaire aujourd'hui qu'on traite en France est d'origine recyclée. Ce qu'on va faire avec l'aval du futur, c'est qu'on va prolonger ce système-là en créant une nouvelle usine sur le site de La Hague, une usine qu'on va mettre en service autour de 2040 et qui a une vocation de 80 ans, qui va durer 80 ans. Pourquoi 80 ans ? Parce que, en fait, cette prolongation du traitement recyclage, ça correspond à la prolongation de l'énergie d'origine nucléaire au lancement du programme des nouveaux EPR. Donc, on fait des nouveaux EPR, on fait des nouvelles installations pour recycler le combustible qui sort des centrales. Et ce faisant, en recyclant, on diminue les besoins d'uranium naturel de près de 25%. 25% d'uranium naturel en moins, ça veut dire une énergie plus souveraine, une énergie décarbonée, une énergie dont on maîtrise le prix. Donc c'est tout ça ce qui se joue avec la prolongation du traitement recyclage, c'est tout ça ce qui se joue avec l'aval du futur pour les 80 prochaines années. Assurer donc la pérennité de ce traitement. Au programme, donc 3 nouvelles piscines. Il y a 2 nouvelles usines aussi. On va y revenir. Où est-ce qu'elles seront installées, ces piscines et ces usines ? Alors, sur l'usine d'Orano à La Hague, qui fait à peu près 300 hectares, il y a 50 hectares sur la partie ouest qui sont aujourd'hui à peu près vides. Et donc, on a quelques bâtiments qui sont désaffectés qu'on va démolir. Et sur ces 50 hectares, à l'intérieur du périmètre de l'usine actuelle, on peut implanter l'intégralité de l'aval du futur. Les 3 piscines, les 2 usines, les bureaux et les services qui vont autour. Ce qu'il faut expliquer en quelques mots, c'est qu'effectivement, ces équipements des usines actuelles ont une durée de vie limitée. Vous êtes d'ailleurs en attente encore de savoir jusqu'à quelle échéance vous allez pouvoir les utiliser. Alors, aujourd'hui, les usines actuelles, elles fonctionnent bien. Elles ont été mises en service dans les années 90 avec une durée de vie estimée aux alentours de 2040. On est en train de faire des études très approfondies pour voir l'âge réel des usines, vous savez, entre l'âge apparent et l'âge réel, et voir finalement quels sont les petits investissements qu'on pourrait faire pour prolonger cette durée de vie. Il y a une grosse différence d'ailleurs entre cet âge réel et cet âge apparent. On saura ça fin 2026. On aura fini les études fin 2026, voir si on peut aller 2045, 2050, 2055, et mettre en service les nouvelles usines au moment où les usines actuelles vont commencer vraiment à vieillir. Alors c'est un projet industriel majeur, synonyme de création d'emplois. Il va concerner jusqu'à 10 000 ouvriers à l'horizon 2035. Mais en fait, ça va commencer bien avant parce que déjà plusieurs centaines d'ouvriers vont être mobilisés dès 2026, c'est ça ? Alors en fait, dès aujourd'hui, on a beaucoup d'ingénieurs. On a, au moment où je vous parle, à peu près 300 ingénieurs qui travaillent sur les études, puisqu'aujourd'hui on fait des études. On va monter à près de 800 ingénieurs l'année prochaine, donc on monte tout doucement en puissance. En 2029, il y aura la décision définitive de faire, et à partir de ce moment-là, on commencera les travaux. Et au niveau des ouvriers, on va monter à partir à peu près à 800 ouvriers autour de 2030-2031, jusqu'à 10 000 ouvriers en 38-39. Ça ne sera que des sous-traitants ou bien ce sera des salariés d'Orano ? Alors, les ingénieurs, aujourd'hui, ce sont des salariés d'Orano. Ceux qui vont construire, c'est classiquement des sous-traitants, ce qu'on appelle des fournisseurs, c'est-à-dire c'est les grands génies civilistes, les grandes boîtes de BTP, mais c'est aussi toutes les boîtes de mécanique, toutes les boîtes de génie chimique, parce que c'est tout ça, une usine. C'est pas qu'un bâtiment, c'est aussi... Il y a plein de métiers, finalement. Il y a plein de métiers. Il y a une très grande variété de métiers qui vont être mobilisés. D'abord, à l'échelle du Cotentin et de la Manche, de la Normandie, mais en fait, c'est toute l'Europe. Parce que ce qu'on fait sur le site de La Hague, c'est très spécialisé. On est les seuls au monde à être capable de faire fonctionner une usine pareille. Et donc, ça mobilise des entreprises très spécialisées en génie chimique, en mécanique de précision sous contrainte nucléaire, et qui viennent de toute l'Europe. Donc, c'est à la fois un projet très normand et c'est un projet très européen. De même que ici, sur le site de La Hague, on traite les combustibles
majoritairement des combustibles français, mais on a aussi traité des combustibles qui venaient de toute l'Europe. Donc il y a cette double dimension qui se joue à travers ce projet Aval du futur. Ça reste une fierté normande, une belle fierté normande. Il y a un autre enjeu, c'est celui de la formation, parce que ces ouvriers, il va évidemment falloir les former à ce nouveau programme Aval du futur. Comment vous allez vous y prendre? Alors, au niveau de la formation, que ce soit des ouvriers, mais également des ingénieurs, des opérateurs, de tout le monde. En fait, on a un sujet collectif de formation. On est sur ce territoire déjà extrêmement organisé. On est très organisé, l'État, la région, le département, la communauté d'agglo, aussi tous les industriels ont pris en main le sujet de la formation à travers un certain nombre d'organismes de formation. On peut penser à FAIS pour les soudeurs, 3NC, les universités des métiers du nucléaire. Donc il y a déjà beaucoup de structures de formation qui existent ou qui viennent d'être mises en place et qui montrent que quelque part la question des compétences, c'est une question qu'on prend à la bonne échelle. Le sujet, ce n'est pas simplement Orano ou l'aval du futur. Le sujet, finalement, c'est l'ensemble des besoins en compétences, en ouvriers, en opérateurs, pour le nucléaire et plus largement pour l'ensemble du tissu économique normand, manchois, normand. On peut penser évidemment aux besoins d'EDF, mais également de Naval, mais également des CMN, mais également des laitiers, mais également de tout le tissu de PME qui est derrière. Et finalement, la force que je vois depuis un an que j'ai été nommé à ce poste-là, c'est la très grande cohésion, la très grande habitude de travail de l'ensemble des acteurs, les pouvoirs publics en premier lieu, mais également l'ensemble des industriels, les corps constitués. Mais effectivement, il va y avoir beaucoup de besoins. On pense aussi à d'autres gros chantiers. Je pense aux EPR2, aux réacteurs EPR2 qui vont être construits à Penly. Est-ce qu'il y aura assez de main-d'œuvre pour répondre à tous ces besoins? Vous voyez, par rapport la question que vous posez, c'est la question de la concurrence. Est-ce qu'il y a une concurrence ou pas entre EDF et nous? Quand je pense à ce que fait EDF, je pense quelquefois à un grand frère. C'est-à-dire qu'en fait, EDF, à travers le projet de Flamanville et puis maintenant les projets des EPR, en fait, ils ont relancé l'ensemble de la filière de la construction dans le nucléaire. Ils ont défriché, ils ont remis en mouvement une filière et nous, on arrive derrière. Et quelque part, on va profiter de tout ce qu'ils ont fait pour remettre en mouvement cette filière-là. Est-ce qu'il va y avoir une concurrence? On n'est pas exactement dans les mêmes calendriers. Ils vont passer avant en termes de calendrier. Nous, on est plutôt à commencer en grand volume les chantiers à partir de 2035, 2035 jusqu'à 2045. Ça peut prendre du retard, tout ça. Oui, mais on a plus de temps pour profiter de tout ce que EDF aura fait, de toutes les formations qui auront été faites à l'occasion d'EDF. Et d'ailleurs, il y a des coopérations qu'on commence à faire avec EDF pour que les plateformes de formation qu'ils mettent en place pour Penly, on puisse ensuite les réutiliser pour nos propres chantiers. Il y a quelque chose... le nucléaire, c'est une grande famille. C'est une grande famille, et dans une famille, on peut avoir des inimitiés, mais il y a des moments où on s'entraide, et c'est vraiment ce qu'on voit là. Il faut garder aussi les ouvriers qui sont formés, qui sont souvent tentés de partir au-delà des frontières normandes. Il faut les garder chez nous. Alors, on a comme une très grande force en Normandie, c'est qu'on est dans un tissu économique qui va bien. Mais vraiment qui va bien. Et d'un point de vue de l'emploi, ça va bien. Et la question, est-ce qu'on a envie de partir de Normandie pour aller ailleurs? Je pense que la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait pour accueillir tous les gens qui veulent venir travailler en Normandie? La question, c'est pas simplement l'attractivité, mais de la capacité d'accueil, finalement, de tous les gens qui voudront et qui veulent profiter de la prospérité, du savoir-faire, de la compétence, des espèces de culture collective économique d'excellence qui est en Normandie. Ça, c'est une question qui nous est posée. Alors justement, Nicolas Ferrand, il va falloir les loger, les transporter, tous ces salariés face au risque de pression démographique et à un éventuel engorgement de la départementale 901 que les habitants du Cotentin connaissent bien. Vous souhaitez vous mettre en place un chantier éclaté dans tout le département. C'est une sorte d'usine en kit, on peut dire ça. Comment ça va se passer? Alors, le point de départ de la réflexion, c'est se dire, si on fait comme d'habitude, il faudrait faire venir tous les matins 10 000 compagnons, 10 000 ouvriers au bout de la départementale 901 sur le site de La Hague. On va faire évidemment différemment. Et donc, on est en train de penser une usine modulaire. C'est-à-dire qu'on crée un module et ensuite on amène le module par la route la nuit ou le soir, et ensuite il est assemblé le lendemain matin sur l'usine. Et donc la création de ces différents modules, elle se fait dans différents chantiers, à l'échelle de la Manche, peut-être une dizaine de chantiers à l'échelle de la Manche, ce qui veut dire qu'on n'aura pas 10 000 compagnons à un seul endroit, mais au contraire, on aura plusieurs chantiers qui concourront à la réalisation de l'aval du futur. Ça nous force à penser l'usine de manière complètement différente, mais ça veut aussi dire que quelque part, on sait tout le territoire de la Manche, pratiquement jusqu'à Caen, enfin si on dépasse la Manche, pratiquement jusqu'à Caen, qui va participer de la construction de l'usine.
Ça s'est déjà fait quelque chose comme ça? Alors ça s'est déjà fait de manière un peu différente. Naval, de manière classique, construit des modules de sous-marins qu'ils amènent ensuite par la mer pour l'assemblage à Cherbourg. L'Airbus A380 a été construit par module dans toute l'Europe avant d'être assemblé à Toulouse. Les modules d'ITER, vous savez, le réacteur de fusion à Cadarache, ils sont construits dans le monde entier. Les modules arrivent par la mer à Marseille et ensuite par la route, pareil, avec des horaires décalés, jusqu'au site de Cadarache. Donc cette idée d'une construction modulaire, ça existe. Une construction modulaire à l'échelle de ce qu'on est amené à faire, c'est inédit. Et donc on va travailler, mais on va travailler avec l'ensemble des élus, avec l'ensemble des industriels pour voir comment organiser ça. Parce que vous les avez déjà identifiés ou pas à ce jour, les territoires, les friches qui pourraient accueillir cette usine? On commence juste, on n'a encore rien identifié du tout, on commence juste à faire le recensement avec l'aide des collectivités, et pour voir aussi si c'est dans le projet des différentes collectivités d'avoir un bout du chantier sur une friche sur leur territoire. C'est vraiment cette idée de construire ensemble quelque chose qui fasse sens, parce que le chantier va durer une grosse dizaine d'années, donc il faut que la manière dont on le construit soit aimable avec le territoire. Vous leur dites quoi aux élus pour les convaincre? Moi, je leur explique le projet, je leur explique que ça veut dire qu'on va avoir pendant 5 ans, pendant 10 ans, peut-être 100, 200, 500, 1000 ouvriers, et 1000 ouvriers localisés dans tel ou tel territoire, ça fait vivre l'ensemble du commerce, ça veut aussi dire les loger, puisque en général c'est des ouvriers qui sont pendant la semaine sur le territoire et pendant le reste de la semaine qui retournent chez eux, ça veut dire les loger, ça veut dire les accueillir, les ouvriers, mais c'est aussi des retombées économiques. Et quelque part, les investissements qu'on fait pour réaménager une friche, par exemple, au bout de 10 ans, ça sert pour le territoire. C'est-à-dire qu'il faut à la fois penser le moyen terme, la durée du chantier de Laval du futur, et en même temps le long terme, en quoi est-ce que cette friche réaménagée, ça s'inscrit dans l'ambition que les élus portent pour leur terrain. Et le préfet a mis en place des groupes de travail pour parvenir à tout ça. D'un point de vue écologique, est-ce qu'il sera vert, ce chantier? L'électricité qu'on produit, c'est une électricité qui est décarbonée. Et donc, structurellement, ce qu'on fait est extrêmement vert. Après, comme à chaque nouvelle génération d'usines, les standards qu'on applique sont les standards les plus hauts qu'on puisse appliquer du moment. Donc on va travailler évidemment sur l'empreinte carbone, on va travailler sur toutes les données écologiques, et on est ça sous la supervision extrêmement fine de l'État, de la SN, par rapport à tout ce qu'on fait. Donc on s'inscrit dans cette dynamique collective. Parce que par exemple, les ouvriers ne viendront pas ici en voiture, l'idée c'est qu'ils viennent en car, c'est ça? Pour donner un exemple très concret. Pour donner un exemple très concret sur le chantier, effectivement, plutôt qu'avoir quelques milliers de voitures qui viennent là, notre idée c'est de faire ce que EDF fait à Penly, c'est-à-dire de faire venir les ouvriers en car. Ils ont des parkings déportés à plusieurs kilomètres ou dizaines de kilomètres, et ils arrivent en car et ils repartent en car. Ça limite finalement la congestion, l'encombrement, et c'est très très bon pour la planète parce que ça limite les émissions carbone. On attend donc 3 nouvelles piscines, on l'a dit, 2 nouveaux ateliers de traitement avec, dites-vous, des technologies qu'on ne connaît pas encore. Ça veut dire quoi? Si vous voulez, aujourd'hui, on envisage de mettre en service ces usines en 2040, 2045, avec une durée de vie de 80 ans. Ça nous emmène en 2125. 2125 dans un siècle. Alors si, avec une expérience de la pensée, on se met il y a un siècle, en 1925. En 1925, on a comme téléphone, vous savez, le petit téléphone avec la manivelle, on demande l'opératrice, on demande Cherbourg 2122. Ça va rappeler des souvenirs à certains téléspectateurs. Donc vous voyez le saut technologique qu'on a fait en un siècle. Eh bien moi, je crois profondément au progrès, et je pense qu'il y aura autant d'évolutions technologiques dans le siècle qui vient. Et donc la question qui nous est posée, nous, c'est comment est-ce qu'on fait une usine qui soit au meilleur standard lors de la mise en service, 2045, 2050, et qui en même temps permettent à nos enfants et à nos petits-enfants d'incorporer des technologies qu'on ne connaît pas encore. Ça veut dire que c'est une usine où tout est maintenable, réparable, remplaçable, sous contrainte nucléaire, ce qui pose des défis tout à fait inédits. On peut déjà dire que lorsqu'on va la mettre en service en 2045, la nouvelle usine, la robotisation sera beaucoup plus importante, par exemple. Ça, on le sait. L'intelligence artificielle aura une part dans la conduite du procédé. On le sait aussi. Mais après, on va aller au-delà. Et il faudra permettre à nos petits-enfants d'aller au-delà. Et ça, c'est une question qui est extrêmement intéressante. Comment est-ce que finalement, on n'est pas dans une usine jetable, mais dans finalement une usine qui permet à chacun d'effectivement implanter ce qu'il veut. C'est de la vraie économie circulaire, ce qu'on est en train de faire là. C'est-à-dire qu'on se projette sur du très long terme et on permet
sans investissement excessif, de faire non seulement des grands carénages, mais en même temps d'introduire des nouvelles technologies. Mais c'est pas difficile aujourd'hui d'imaginer une usine dont on ne sait pas avec quelle technologie elle fonctionnera. On sait avec quelle technologie elle va fonctionner pendant les 30 premières années. Et puis après, ça suppose qu'on rende possible facilement le remplacement des appareils, des systèmes de conduite qui sont à l'intérieur. Donc c'est une logique quelque part de respect par rapport aux générations qui viendront derrière nous et qui implanteront leurs propres outils à l'intérieur. Vous voulez aussi rapatrier la production de MOX. Alors pour faire simple, c'est le combustible qui est composé de plutonium et d'uranium appauvri qui est actuellement fabriqué dans le Gard. Pourquoi ce serait intéressant qu'il soit fabriqué ici à La Hague? Parce que comme ça, l'ensemble de la chaîne se situe au même endroit avec une unicité de pilotage, une unicité de commandement, à la fois entre l'arrivée des combustibles usés et puis la fabrication des nouveaux combustibles. Le MOX, c'est le nouveau combustible qui a vocation à repartir dans les centrales. Donc on a une unité et donc plus d'efficience opérationnelle lorsqu'on met tout sur un seul site. Et ça va être fait à quel horizon? Alors, les piscines et l'usine de MOX, on nous demande de pouvoir les mettre en service en 2040. En 2040, les décisions définitives de lancement des travaux, c'est 2029. Quand on regarde le planning dans lequel on se situe, là, on est en train de faire les études. On a un grand débat sous l'égide de la Commission nationale du débat public à partir de la fin de l'année 2027 et sur une partie de l'année 2028. Et ensuite, en 2029, il y a décision, au vu du résultat du débat, de faire ou de ne pas faire. Et donc, on commencerait les travaux en 2030, fin de l'année 2030, pour une mise en service des piscines et de l'usine de MOX en 2040. Piscines, mise en service progressive, elles ne seront pas toutes mises en service en même moment. Première mise en service en 2040, la deuxième en 2043, l'usine de MOX en 2040, et le reste de l'usine, la partie centrale, celle où on sépare le plutonium, l'uranium de ce qu'on appelle les produits de fission, les cendres, plutôt autour de 2050, 2047-2050. Derrière tout ça, Nicolas Ferrand, il y a un enjeu de souveraineté énergétique de la France? Grâce au traitement recyclage, on diminue notre besoin d'uranium naturel de près de 25%. La nouvelle usine, par ses procédés et par la possibilité de faire du multirecyclage, va nous permettre de diminuer nos besoins d'uranium naturel de près de 40%. 40% d'uranium naturel en moins, sachant qu'on dépend de pays étrangers, on n'a plus d'uranium sur le sol français. C'est une plus grande souveraineté sur notre capacité à produire de l'électricité, c'est-à-dire à produire de l'énergie pour demain. Et c'est ça ce qui se joue derrière l'aval du futur, c'est la souveraineté énergétique de notre pays à moyen terme, c'est la poursuite d'un mixte énergétique décarboné dans lequel le nucléaire a sa place à côté des énergies renouvelables, et c'est la maîtrise du coût, parce qu'à partir du moment où vous maîtrisez le prix du combustible, vous maîtrisez le prix de l'électricité derrière. Vous nous avez balayé le calendrier il y a quelques instants. Juste une question, une piscine, on a vu avec notre reporter il y a quelques minutes comment ça fonctionnait. Ça prend combien de temps à construire une piscine? On va commencer les travaux quelque part en 2031. On va finir les travaux 7 ans après, en 2038. Et après, on a 2 années d'essai avant d'avoir l'autorisation de mettre en service, c'est-à-dire d'introduire le premier gramme de matière nucléaire. Cette autorisation, elle est donnée par l'autorité de sûreté nucléaire, qui est une émanation de l'État, et qui donc validera à la fin des essais qu'on peut effectivement les mettre en service. Donc 7 ans de travaux, 2 ans d'essai, démarrage en 31. Ça, c'est quand tout va bien. On sait que parfois le nucléaire, c'est un peu compliqué à mettre en œuvre, sans citer l'exemple forcément de l'EPR de Flamanville. Est-ce que vous craignez des retards, quand même 12 ans de retard pour l'EPR de Flamanville? Est-ce que vous craignez des retards aussi de ce type pour votre chantier? Alors, dans tous les chantiers, il y a toujours une part d'aléa et on fait des provisions. Aujourd'hui, toute la filière nucléaire a appris de ce redémarrage compliqué de l'EPR de Flamanville de manière à anticiper dans nos propres chantiers ce qui n'a pas été fonctionné comme il fallait sur l'EPR de Flamanville. Bon. Après, grâce à l'EPR de Flamanville et grâce au travail d'EDF, toute la filière aujourd'hui est en train de se structurer pour pouvoir répondre pas simplement à l'aval du futur, mais également aux autres projets d'EPR d'EDF, Panly par exemple. Et puis plus globalement, on est dans un moment en France où on a retrouvé une dynamique de très grands chantiers. Le Grand Paris Express, vous savez, le chantier de métro autour de Paris, c'est un gigantesque chantier qui a permis de rebooster la capacité à faire des très grands chantiers, et notamment nos génies civilistes en France. Faire, en quelque sorte, Maintenant, on sait faire. Et donc, on est
on a prévu des marges temporelles, évidemment, mais on est serein sur notre capacité à tenir dans les délais. Une première réunion publique a eu lieu fin juin avec habitants, élus, associations. Est-ce que vous sentez des interrogations, des inquiétudes sur le territoire ? Alors bien sûr qu'il y a des interrogations, des questions, des inquiétudes, et c'est normal sur un projet comme ça, et c'est d'autant plus normal qu'à ce stade, on en est uniquement au stade des études, et des études préliminaires, donc on n'a pas grand-chose à montrer. Et naturellement, ça Parce que le des nucléaire, questions. Ça peut faire peur, on va se le dire très franchement. Et puis, on a tous des projections sur le nucléaire, des questions sur le nucléaire. Il y a des gens qui ont des avis très tranchés, des gens qui sont plus interrogatifs là-dessus. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut profiter des 2 années qui viennent jusqu'au grand débat. Oui. Pour nourrir une conversation, c'est-à-dire un échange en disant écoutez, voilà ce que vous nous dites sur les attentes, les craintes, les espoirs que vous avez sur cette nouvelle usine. Voilà ce que nous, on peut vous apporter comme réponse. Quelquefois, c'est des choses très concrètes. Au moment de la réunion publique, il y a quelqu'un qui a dit écoutez, l'usine actuelle, elle me gêne au niveau de la lumière parce qu'elle est trop lumineuse. Ça, on peut y travailler sur la nouvelle usine. Oui. Donc, il y a des choses qui sont très concrètes et s'il y a ce dialogue qu'il faut nourrir pendant les 2 années qui viennent jusqu'à avoir un projet cohérent à montrer. Vous dites que ça doit être porté par toute la population, ce développement. Si vous voulez, le projet de l'aval du futur, c'est un projet industriel, c'est pas le projet du territoire. Le projet du territoire, il est beaucoup plus vaste. Le projet du territoire, il emmène dans toutes les dimensions, dans ce que c'est que l'enfance, les loisirs, le tourisme, le développement économique, le grand âge, etc. Ça, c'est un projet de territoire. Nous, on est juste un projet industriel qui contribue au projet de territoire. On n'a pas vocation à faire le projet du territoire. Et c'est normal que l'ensemble de la population nous interroge, qu'on y réponde et qu'on voit comment est-ce que finalement ce projet industriel s'insère dans un projet de territoire plus large. Donc les réponses vont venir en temps et en heure, c'est ce que vous me dites ? À ce stade, on est vraiment au début des études. Ouais. Donc et c'est ce que j'ai dit en réunion publique. Je n'ai certainement pas réponse à tout. Mon enjeu, c'est qu'à l'été 27, au moment où on va aller vers le grand débat, on ait suffisamment d'éléments pour que l'ensemble de la population puisse participer au grand débat sur la base d'un dossier constitué. Et après, à l'issue du grand débat, il y aura décision de faire ou pas. Combien il va coûter, Nicolas Ferrand, ce chantier titanesque ? Mon directeur général, mon directeur général a coutume de dire ça se compte en dizaines de milliards d'euros sur les doigts d'une main. Moi, je préfère venir plutôt sur la première période, là, ce qu'on s'est dit sur les 2 piscines, l'usine de MOX, l'usine de plutonium. On est en dizaines de milliards d'euros avec moins de 2 doigts. Moins de 2 doigts. Qui finance ? Alors, c'est EDF. C'est la décision du gouvernement, c'est de dire ça sera un financement très majoritairement d'EDF. On est en train de finir les négociations avec eux sur la manière dont ils vont financer ce grand projet. Vous savez, dans les phases de négociation, surtout dans les phases finales de négociation, on en ajuste un certain nombre de choses, on est d'accord sur les principes. Maintenant, il y a l'ensemble des virgules qu'il faut caler. Voilà. Bon, il y a des virgules à caler. Vous êtes un homme de grand chantier, Nicolas Ferrand. Vous avez été directeur général de la Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques, qui a été chargée de livrer 70 ouvrages olympiques et paralympiques pérennes en 2024. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience et qui va vous servir pour cette nouvelle perspective, ce nouveau grand chantier ? Si vous voulez, moi je crois qu'en fait, entre la Solideo et le projet de l'aval du futur, il y a en fait beaucoup de parallélismes qu'on peut faire. Premier parallélisme, c'est un chantier qui s'incarne à un endroit très beau, la lande de la Hague ici. Sur les Jeux Olympiques, c'était Paris, la première couronne, avec le quart de Paris. C'est un chantier qui s'incarne, qui est ici et maintenant, et en même temps qui porte des enjeux qui dépassent très largement le territoire. Les enjeux sur les Jeux Olympiques, c'était l'image de la France, c'était notre capacité à accueillir le monde, c'était notre capacité à construire. Les enjeux sur l'aval du futur, c'est avoir une énergie décarbonée, souveraine, sur le long terme. Donc, quelque chose de très local, avec des enjeux qui nous dépassent et qui dépassent le projet. Dans les 2 cas, c'est un prototype. Les Jeux Olympiques, on n'avait pas fait depuis un siècle. La référence, c'était Londres, mais dans un contexte différent. Donc, il fallait partir de cette référence et inventer quelque chose qui soit adapté aux Jeux de Paris. Sur l'aval du futur, là, on a les usines qui existent, mais elles ont été construites dans les années 80. Là, il faut s'inspirer, s'appuyer dessus, mais pour construire d'autres usines avec d'autres technologies, on en a parlé, qui marcheront pendant un siècle. Donc, à chaque fois, il faut innover, fortement innover. C'est des sujets qui, apparemment, ont du temps.
On avait 7 ans pour les Jeux Olympiques. On en avait un peu plus de 20 sur l'aval du futur. On avait 4 milliards et demi sur les Jeux Olympiques. On a quelques dizaines de milliards sur l'aval du futur. Mais en même temps, on a très peu de temps et chaque euro compte parce que les investissements qu'on a à faire sont colossaux. Donc on a une responsabilité extrêmement forte dans la gestion et du temps et de l'argent, quand bien même ça peut paraître énorme. Et puis enfin, c'est des projets qui emmènent tout un écosystème. C'est des projets qui sont extrêmement larges. Dans les Jeux Olympiques, il y avait évidemment les élus, le monde olympique, le COJO, Tony Estanguet, mais aussi les habitants, les entreprises, l'État, etc. Dans le cadre de l'aval du futur, c'est la même chose. Ouais. Qu'est-ce qui vous stimule le plus dans un projet comme celui-là, un projet d'envergure comme celui-là? À la fois, c'est la taille du projet, c'est toutes ces dimensions, c'est le fait de me dire qu'on va être capable de créer un collectif et qu'avec le collectif, on va répondre à des besoins d'aujourd'hui, de court terme, et en même temps en se disant qu'on va servir l'intérêt général français, l'intérêt général européen pour les générations qui suivent derrière. C'est ça ce qui est extraordinaire. C'est à la fois le tout de suite et en même temps le très long terme. Merci beaucoup Nicolas Ferrand d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir parlé de ce défi colossal pour le territoire de la Manche, l'aval du futur, donc porté par Orano pour doter la France, on l'aura compris, d'un outil industriel permettant de recycler les combustibles au moins jusqu'à la fin du siècle. Merci de nous avoir accueillis ici, merci à vous de nous avoir suivis et merci à toutes les équipes qui ont permis la réalisation de cette émission spéciale. Restez avec nous sur BFM Normandie.